Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Reflet des Contes, le premier podcast qui relie contes et développement personnel. Je m'appelle Galina Kojanova, je suis auteure, conteuse et master coach certifié. Chaque épisode va se dérouler en 3 temps. Immersion, analyse, action. D'abord immersion. Je vais lire un conte. C'est un moment où on va voyager dans un autre espace-temps et repousser les limites de notre monde réel. Ensuite, analyse. On va analyser le conte, repérer ses clés, symboles et messages cachés. Et pour finir, action. Je te proposerai quelques exercices et des idées de réflexion en lien avec le conte. Aujourd'hui, je te propose le conte que tu connais bien, Le vilain petit canard de Hans Christian Andersen. C'est à la fois un conte danois et un conte universel. Il a été repris plus ou moins dans toutes les cultures, il résonne aussi pour tout le monde. Et de toute façon, un conte n'a pas d'auteur. Encore une fois, je vais prendre la version de ce conte de Clarissa Pinkola Estés, parce que je trouve cette version très poétique. Tu es bien installé? Alors écoute. Le temps de la moisson était proche. Les vieilles femmes faisaient des poupées avec des gerbes de blé. Les hommes âgés raccommodaient les couvertures. Les filles brodaient des fleurs rouges sur leurs robes blanches. Les garçons chantaient en chargeant le foin doré. Les femmes tricotaient des chandails rugueux pour l'hiver. Les hommes aidaient à ramasser, couper et cueillir les fruits que donnaient les champs. Le vent commençait tout juste à desserrer les liens de la feuille de l'arbre. Chaque jour un peu plus, un tout petit peu plus. Et en bas, au bord de la rivière, une mère cane couvait ses œufs. Tout se passait selon l'ordre des choses pour cette mère cane. À la fin, ses œufs se mirent à trembler un par un jusqu'à ce que les coquilles se craquellent et que les canetons sortent en titubant. Mais il resta un œuf, un très gros œuf qui demeurait immobile comme une pierre. Une vieille cane s'approcha et la mère cane lui montra fièrement ses petits. « N'est-ce pas qu'ils sont beaux ?» demanda-t-elle avec orgueil. Mais la vieille cane remarqua l'œuf qui n'avait pas éclos. Elle tenta de dissuader la mère cane de le couver plus longtemps. « C'est un œuf de dinde !» s'exclama-t-elle. « Pas du tout le genre d'œuf qu'il faut. On ne peut mettre à l'eau une dinde, vous savez ?» Et elle savait de quoi elle parlait, car elle avait essayé. Mais la mère cane avait couvé si longtemps que ça ne la gênait pas de continuer encore un peu. « Je ne me fais pas de soucis pour ça, » dit-elle. « Mais savez-vous que le père des canetons, ce voyou, n'est pas venu me voir une seule fois ?» Un peu plus tard, le gros œuf finit par frémir et à rouler avant de s'ouvrir. Un être gauche et de grande taille en sortit. Sous sa peau, on voyait courir ses veines rouges et bleues. Ses pieds étaient mauves, ses yeux d'un rose transparent. La mère cane tendit le cou pour le dévisager et elle ne put s'empêcher de le trouver laid. Elle s'inquiéta. Peut-être est-ce une dinde, au fond ? Mais quand le vilain petit canard se mit à l'eau avec le reste de ses petits, la mère cane vit qu'il nageait parfaitement. « Oui, il est bien à moi, même si son aspect est très particulier. D'ailleurs, en fait, si on le regarde sous le bon angle, il est presque beau. » Elle le présenta donc aux autres créatures de la basse-cour, mais avant qu'elle ait pu dire « ouf », un autre canard traversa la cour à toute vitesse et se jeta sur le vilain petit canard qu'il mordit au cou. « Arrête !» cria la mère cane, mais l'assaillant cracha. « Il a l'air bizarre, il est si laid qu'il a besoin d'une bonne leçon. » Et la reine, la cane qui portait un chiffon rouge à la patte, déclara « Oh, une nouvelle couvée !
comme si nous n'avions pas assez de bouche à nourrir. Quant à celui-là, le vilain gros, c'est sûrement une erreur. » « Ce n'est pas une erreur, » dit la mère Cane. « Il sera très fort. C'est juste qu'il est resté un peu trop longtemps dans l'œuf et qu'il a gardé une forme un peu bizarre, mais ça va s'arranger, vous allez voir. » Et elle lissa les plumes et les épis du vilain petit canard. Mais les autres firent tout pour persécuter le vilain petit canard. Ils se jetèrent sur lui en sifflant et criant, le mordirent, lui donnèrent des coups de bec, et tout ne fit que s'aggraver avec le temps. Il se cacha, esquiva, zigzagua à droite et à gauche, mais il ne put leur échapper. Il était malheureux comme les pierres. Au début, sa mère le défendit, mais elle finit par se lasser et s'exclama exaspérée. « Si seulement tu pouvais t'en aller. » Alors le vilain petit canard partit. Les plumes hérissées, tout crotté, il courut encore et encore, jusqu'à arriver dans un marais. Là, il s'arrêta au bord de l'eau, tendit le cou et but. 2 jarres l'observaient parmi les joncs. Ils étaient jeunes et en but d'eux-mêmes. « Dis donc, vilain machin !» raillèrent-ils. « Tu veux venir avec nous dans le pays voisin ? Il y a un troupeau de jeunes oies à marier. » Soudain, des coups de feu retentirent. Les jarres s'effondrèrent avec un bruit sourd et leur sang teinta l'eau de rouge. Le vilain petit canard plongea pour s'abriter sous la surface. Autour de lui, ce n'était que coups de feu, fumée et aboiements de chiens. Enfin, le calme revint sur le marais. Le vilain petit canard s'enfuit aussi vite qu'il le pouvait. Vers le crépuscule, il parvint à une misérable cahute. Une ficelle tenait la porte et les murs n'étaient que fissures béantes. Là vivait une vieille en haillons, en compagnie d'un chat hirsute et d'une poule qui louchait. En échange du gîte et du couvert, le chat attrapait les souris et la poule pondait. La vieille femme fut heureuse d'avoir trouvé un canard. « Peut-être que cette bête va-t-elle pondre ?» pensa-t-elle. « Et sinon on peut toujours la tuer et manger. » Le canard resta donc. Mais le chat et la poule le tourmentaient en disant « Mais à quoi sers-tu si tu ne peux ni pondre ni rien attraper ?»« Ce que je préfère, soupira le canard, c'est être en dessous, que ce soit sous la voûte bleue du ciel ou sous l'eau, si bleue, si fraîche. » Le chat, qui n'imaginait pas un seul instant être sous l'eau, critiquait les rêves stupides du petit canard. La poule, qui n'imaginait pas non plus mouiller ses plumes, se moquait aussi de lui. Il fut bientôt évident que le petit canard ne trouverait jamais la paix dans cet endroit. Alors, il s'en alla, pour voir si la vie serait plus agréable un peu plus loin. Il arriva à une mare. Tandis qu'il nageait, il se mit à faire de plus en plus froid. Au-dessus de lui passa un vol de grands oiseaux, les plus beaux qu'il ait jamais vus. Ils crièrent en se tournant vers lui, et en les entendant, il sentit son cœur bondir et se briser en même temps. Il cria en retour, et le son qu'il émit lui était inconnu. Il n'avait jamais vu plus magnifique créature, il ne s'était jamais senti si affligé. Il tourna encore et encore sur l'eau pour les suivre des yeux jusqu'à ce qu'ils aient disparu. Puis, il plongea vers le fond du lac et s'y pelotonna, tout tremblant. Il ne s'appartenait plus, car il éprouvait un amour désespéré pour ces grands oiseaux blancs, un amour qu'il ne pouvait comprendre. Le vent se fit plus froid et plus violent de jour en jour, et après le gel, vint la neige. Les vieux cassaient la glace dans les seaux de lait, les vieilles femmes filaient tard dans la nuit. Les mères nourrissaient 3 bouches à la fois à la lueur des chandelles, et les hommes partaient à la recherche des moutons à minuit, sous un ciel blanc. Les jeunes gens avaient de la neige jusqu'à la taille en allant traire les vaches, et les jeunes filles croyaient voir le visage de beaux jeunes gens dans les flammes en préparant à manger.
et en bas, dans la mare, le petit canard devait nager en cercle de plus en plus rapide pour se garder un espace libre dans la glace. Un matin, il se trouva pris dans la glace. C'est alors qu'il crut mourir. Deux malards vinrent se poser sur la surface gelée. Ils le regardèrent, puis jetèrent. « Tu es laid. C'est bien triste. On ne peut rien pour quelqu'un comme toi. » Et ils s'envolèrent. Heureusement pour lui, un fermier passait par là. Il le libéra en cassant la glace avec son bâton. Puis, il le mit sous son manteau et rentra chez lui. Dans sa maison, ses enfants tendirent les mains vers le petit canard, qui prit peur et gagna les combles d'un coup d'aile, faisant tomber toute la poussière dans le beurre. De là, il plongea droit dans le pot à lait. Il en sortit tout mouillé et tout étourdi pour retomber dans le sac de farine. La femme du fermier le chassa à coups de balai pendant que les enfants hurlaient de rire. Le petit canard battit des ailes et parvint à s'échapper par la chatière. Une fois dehors, enfin, il resta à moitié mort dans la neige. Mais il finit par repartir et gagna un autre étang, une autre maison, et encore un autre étang et une autre maison. Ainsi passa-t-il l'hiver, entre la vie et la mort et la vie. Malgré tout, le souffle tiède du printemps revint. Les vieilles femmes secouèrent les lits de plumes. Les vieux rangèrent leurs sous-vêtements longs. Des nouveau-nés vinrent au monde dans la nuit, tandis que leur père faisait les 100 pas dans la cour sous les étoiles. Dans la journée, les jeunes filles se mettaient des jonquilles dans les cheveux et les jeunes gens étudiaient les chevilles des jeunes filles. Et dans un étang proche, l'eau tiédie, le vilain petit canard qui flottait là, déploya ses ailes. Qu'elles étaient grandes et puissantes, ces ailes. Elles le soulevèrent et l'emportèrent très haut au-dessus de la terre. De là-haut, il voyait les vergers en robes blanches, les fermiers qui labouraient, les petits de tous les animaux de la nature qui éclosaient, culbutaient, bourdonnaient, nageaient. Et sur l'étang glissaient 3 cygnes, ces mêmes créatures magnifiques qu'il avait vues l'automne précédent, lui laissant une douleur au cœur. Quelque chose le poussait vers eux. « Et s'ils font mine de m'accueillir, puis s'envolent en riant au moment où je vais les rejoindre ?» se demanda le petit canard. Mais il descendit d'un vol glissant et se posa sur l'étang, le cœur battant. Dès qu'ils le virent, les cygnes nagèrent à sa rencontre. « Cette fois, c'est la fin, » pensa le petit canard. « Mais si je dois mourir, que ce soit sous les coups de ces magnifiques créatures, plutôt que du fait des chasseurs, des femmes de fermiers ou des rigueurs de l'hiver. » Et il courba la tête dans l'attente des coups. Or, voilà que l'image reflétée par l'eau était celle d'un cygne à la superbe parure, plumage de neige, œil sombre. Au début, le vilain petit canard ne se reconnut pas, car il ressemblait au magnifique étranger, ce qu'il avait admiré de loin. Il se révéla qu'il était bien l'un d'eux. Son œuf avait roulé accidentellement au milieu d'une famille de canards. Il était un cygne majestueux. Pour la première fois de sa vie, les siens l'approchaient, le touchaient gentiment, affectueusement, du bout de leurs ailes. Ils lissaient ses plumes avec leur bec et nageaient autour de lui en signe de bienvenue. Les enfants qui venaient donner du pain à manger aux cygnes s'exclamèrent « Oh, il y a un nouveau !» Et comme tous les enfants du monde, ils allèrent le raconter partout. Et les vieilles femmes vinrent au bord de l'eau et dénouèrent leurs longues tresses d'argent. Et les jeunes gens mirent leurs mains en coupe, prirent un peu d'eau d'un verre profond et en aspergèrent les jeunes filles, qui rougirent comme des pétales. Les hommes échappèrent quelque temps à la traite juste pour respirer l'air. Les femmes échappèrent quelque temps au raccommodage juste pour rire avec leurs compagnons.
et les vieux racontèrent des histoires sur la guerre, qui est trop longue, et la vie trop courte. Et un par un, parce que la vie passe, et le temps et la passion, tous s'en allèrent en dansant. Les jeunes gens, les jeunes femmes, tous s'en allèrent en dansant. Et les anciens, les époux, les épouses, tous s'en allèrent en dansant. Les enfants et les cygnes s'en allèrent tous en dansant, en nous laissant nous et le printemps. Et en bas, près de la rivière, une autre canne commence à couver ses œufs. Voilà, notre voyage à travers ce conte a pris fin. On va maintenant découvrir ce que le conte nous révèle. D'ailleurs, contrairement peut-être à d'autres contes qu'on a déjà analysés, celui-là n'a pas vraiment besoin d'être décrypté. Je dirais que ces messages sont assez clairs et c'est ce qui nous permettra d'aller encore plus loin dans cette analyse. Ce conte nous parle d'un besoin qui est parmi les plus essentiels et les plus profonds de notre existence. C'est le besoin d'appartenance. Notre survie même en dépend. Lorsqu'on n'est pas accepté, lorsqu'on est rejeté par les autres, on dépérit, littéralement. Les bébés qui ne reçoivent pas l'amour ne survivent pas, ça a été prouvé, vraiment prouvé maintenant. Et le petit canard se trouve entre la vie et la mort pendant tout le temps qu'il est en train d'errer seul. En fait, il cherche une famille d'adoption, puisque sa mère canne, ou en tout cas celle qu'il croit être sa mère, elle ne peut plus le garder auprès d'elle. Elle subit une vraie pression de son entourage et elle n'a pas les épaules pour la supporter. Une mère immature, on pourrait dire. Donc elle supplie le petit canard de partir. Mais qu'est-ce qui peut être plus dur que ça ? Cet enfant qui a subi déjà 2 blessures énormes en même temps, la blessure du rejet et la blessure de l'abandon. On lui retire en fait ces 2 choses dont il a le plus besoin dans sa vie. On lui retire l'amour et la sécurité. Ça, c'est très dur. En fait, ce conte m'avait toujours beaucoup touchée depuis que je suis toute petite. D'ailleurs, en le lisant tout à l'heure, je ne sais pas si tu as entendu, mais j'ai pleuré à un moment donné. Parce que, en fait, au fond de moi, je me suis toujours reconnue dans ce vilain petit canard. Et plus tard, lorsque j'ai commencé à étudier la psychologie, parce que justement je voulais comprendre pourquoi j'étais si mal dans ma peau, j'ai compris pourquoi ce conte me touchait. En fait, comme beaucoup, je pense, j'ai au fond de moi ces 2 blessures, la blessure du rejet et la blessure de l'abandon. En fait, lorsqu'on se sent différent des autres, et lorsque les autres nous le font comprendre de toutes les manières possibles, c'est à ce moment-là que ces blessures se créent au fond de notre être. D'ailleurs, les enfants peuvent être très durs et très cruels envers ceux qu'ils ne parviennent pas à voir comme leurs semblables. Petits, les enfants n'ont pas encore toutes les notions du bien et du mal. Ils ne ressentent pas encore toute la palette d'émotions et évidemment n'ont pas conscience de l'impact de leurs actes. Alors pour ceux qui sont rejetés, c'est très dur. Et au fond d'eux, une grande souffrance s'installe. Dans le monde des adultes, c'est un peu pareil, peut-être un peu plus feutré. D'ailleurs, ils n'ont pas forcément besoin d'être agressifs ou ouvertement méprisants. Il suffit qu'ils vous ignorent simplement, qu'ils ne viennent pas vous parler ou ne veuillent pas travailler ou interagir avec vous. Il y a plusieurs manières de rejeter l'autre. D'ailleurs, l'indifférence est aussi très très cruelle. Certains pensent que c'est même pire que de rejeter quelqu'un ouvertement.
Donc voilà, lorsqu'on est différent et pas accepté tel qu'on est, on peut essayer de faire comme les autres. S'adapter, voire se suradapter. Ça paraît plus simple, plus facile, peut-être plus logique. Dans certains cas, ça finit par marcher. On nous accepte enfin, un peu, presque à contre-cœur. Mais alors là, c'est pas très heureux, tu vois. En fait, parce que on entre dans la peau de quelqu'un d'autre. On devient ce quelqu'un d'autre, en fait. Et on oublie qui on est vraiment. On enfouit très, très profondément notre côté unique, notre singularité. Et quelque part, finalement, on se trahit. Des années plus tard, des gens qui sont passés par cette suradaptation, en s'oubliant au passage, en reviennent et commencent, mais littéralement, à déterrer leur côté unique pour enfin se reconnecter avec leur soi profond. Et ça n'est pas ce que le conte nous apprend. Ce chemin de pseudo-facilité, c'est pas le bon chemin. Et je peux le dire d'autant plus facilement que j'ai été passée par là, moi aussi. Je crois que j'ai tout fait pour me faire accepter à un moment donné de ma vie. Ça m'a peut-être soulagée un peu au début, de voir finalement que cette hostilité omniprésente autour de moi s'était apaisée, mais en fin de compte, je n'étais pas très heureuse. Il me fallait tenter autre chose. Donc, si la suradaptation n'est pas vraiment une solution, quel est le bon chemin alors ? Eh bien, le conte nous montre qu'il n'y a pas de miracle et qu'il faut quelque part passer par un temps d'errance, de recherche, essayer, se tromper, comprendre des choses sur soi, à chaque fois un peu plus. C'est le chemin. Pas de baguette magique ici, pas de miracle, vraiment. Mais un voyage pas toujours agréable, c'est sûr, mais toujours riche d'enseignements. Et le petit canard va errer longtemps. Il était d'abord dans un marais, où les deux jarres se moquent de lui. Puis, il passe quelques jours dans une misérable cahute d'une vieille dont la poule et le chat le maltraitent. Ensuite, il se trouve pris dans la glace d'un lac gelé. Puis, il fait son étourdi dans la maison du fermier et est chassé de la maison par sa femme. Et le conte nous dit, ainsi passa-t-il l'hiver entre la vie et la mort et la vie. Et lorsqu'on est comme ça en train d'errer dans la vie, à la recherche d'une maison, une famille, un abri, on vit dans le froid de l'hiver, symboliquement parlant. On tente des choses, mais toutes nos tentatives s'avèrent infructueuses et grignotent encore un peu plus nos espoirs et aussi notre estime de soi. On est comme cette pauvre âme en train de quémander un peu d'attention, un peu de gentillesse, un peu d'amour qui ne vient pas. Et ça ne risque pas de venir. Tu sais pourquoi ? Parce qu'on ne cherche pas au bon endroit. C'est clair que ça n'est pas chez le fermier, ni dans la cahute de la vieille que le petit canard va pouvoir trouver les siens. Et surtout, dans ces endroits, il n'y a pas de place pour déployer ses ailes. Et ça, c'est vraiment un truc important à comprendre. Le conte nous dit, tu vois, vraiment, c'est la clé absolue de ce conte. Écoute bien, il nous dit que pour trouver sa tribu, pour déjà apercevoir les siens, il faut d'abord déployer ses ailes. Là, je vais citer le conte. Et le vilain petit canard déploya ses ailes. Qu'elles étaient grandes et puissantes, ces ailes. Elles le soulevèrent et l'emportèrent très haut au-dessus de la terre. De là, il voyait les vergers en robe blanche, les fermiers qui labouraient. Et sur l'étang glissaient 3 cygnes. Un très beau passage. Il s'agit ici de déployer ses ailes pour commencer à se rendre compte de sa propre puissance, se rendre compte de qui on est vraiment. Même si le petit canard n'a pas encore vu son reflet dans l'eau, donc il ne sait pas encore
qu'il est un signe, un magnifique signe même, mais en se déployant ses ailes, il a déjà senti sa puissance. Et c'est aussi comme ça que notre tribu va nous reconnaître. On ne va pas venir vers toi si tu vis recroquevillé sur toi-même. On ne te verra pas, tout simplement, on ne te remarquera pas, en fait. On ne peut attirer à soi les siens, sa tribu, que lorsqu'on est vraiment devenu comme eux. Tiens, réfléchis un instant aux personnes que tu admires, par exemple. Qui sont-elles ? C'est important de se poser cette question parce que si on admire une personne, ou certains types de personnes, ça veut dire qu'on a déjà ces qualités présentes en nous. Et le petit canard admire les signes majestueux parce qu'il est lui-même ce signe. Encore en devenir, c'est sûr. C'est encore chez lui à l'état du potentiel, comme on dit. Mais il est des leurs. Donc encore faut-il développer tout ça, développer son potentiel et déployer ses ailes. Et puis il faut déployer ses ailes pour s'élever au-dessus des êtres et des choses, pour voir la perspective, voir ce qui nous entoure, voir le monde. C'est seulement là, c'est lorsqu'on s'accorde ce temps pour prendre un peu de hauteur, ce temps pour mieux se connaître, c'est là qu'on commence à voir. Et c'est à ce moment-là que notre petit canard voit ces 3 signes qui se glissent sur l'eau de façon si majestueuse. Et puis au fond de nous, il y a toujours cette nostalgie, dans le bon sens du terme. Mais ce mot, il n'est pas très juste. Le mot plus juste serait cet appel, en fait, au fond de nous, qu'on ressent vis-à-vis de certaines choses et certains êtres. On ne sait pas encore ce qui nous attire, ce qui nous émerveille tant chez eux, mais au moins on y prête attention. Tu vois, le petit canard, il admire tellement ces signes qu'il en ressent même une douleur, nous dit le conte. Cette douleur-là, elle nous communique quelque chose. Notre être, au fond de lui, il sait. Il sait qui est sa tribu. Il sait où il appartient. Il faut juste écouter. Et avant ça, il faut prendre de la hauteur pour voir véritablement. Et cette errance, elle n'est pas inutile en fait, elle fait partie du processus. On n'apprend pas comme ça à se connaître du jour au lendemain. Ce processus prend du temps. Ce temps peut paraître long, même très long. On peut même avoir l'impression que cette errance va durer éternellement. Mais en fait, non. Le printemps va arriver, avec lui, on va déployer nos ailes, prendre de la hauteur et enfin voir. Cette errance nous endurcit quelque part, mais en même temps, elle nous renforce. On touche du doigt notre propre vulnérabilité, qui peut paraître une faiblesse, mais en fait, c'est une force. C'est parce qu'on a erré comme ça, dans la douleur, entre la vie et la mort, entre la mort et la vie, qu'on peut maintenant déployer nos ailes et voir enfin qui nous sommes véritablement. Le vilain petit canard courba la tête dans l'attente des coups. Or, voilà que l'image reflétée par l'eau était celle d'un cygne à la superbe parure blanche. Il est joli ce passage du conte aussi. Ce vilain petit canard est en fait une créature majestueuse. Et nous aussi, on est une créature majestueuse. On n'est pas un être superficiel qui a vécu toute sa vie dans la facilité. On a souffert. On a du relief et de la profondeur. C'est là qu'on est prêt à rencontrer notre tribu. Alors tout le monde ne vit pas forcément la blessure du rejet et de l'abandon, ou de l'abandon. On n'est pas obligé d'avoir ces 2 blessures en même temps. Mais ceux qui l'ont vécu comprennent ce dont je parle en fait. Et ceux qui l'ont vécu savent qu'il n'y a pas d'autre chemin que, quelque part, ce chemin d'errance. Et je voudrais rappeler encore une fois que cette errance n'est que temporaire, même si elle paraît éternelle. Le printemps va forcément arriver, et avec lui les signes qui vont revenir au pays. Et un jour, on trouve tous notre tribu.
Je te propose de réfléchir à ton sentiment d'appartenance. La première question. Si tu n'as pas encore trouvé ta place, ta tribu, les tiens, pose-toi la question sur ce qui te fait languir, sur ce qui te rend nostalgique. Quelle personne ou type de personne est-ce que tu admires? Quels amis tu aimerais avoir dans ta vie mais que tu n'as pas encore? La seconde question est aussi une question intéressante à se poser. C'est quel environnement, situation, atmosphère t'apaise, te font du bien? Parce que quand on se sent apaisé, c'est qu'on est chez soi en fait, chez les siens. Essaye de te connecter à ton ressenti, te rappeler ces moments, ces situations, ces environnements, ces atmosphères. Et la troisième question, pour finir, trouve la manière dont tu peux déployer tes ailes pour montrer au monde qui tu es vraiment. Ça suppose d'abord se connaître suffisamment pour développer son potentiel. Et il faut peut-être commencer par là. Parce que c'est comme ça que les tiens te reconnaîtront. Je remettrai ces questions dans les notes de l'épisode. Tu y trouveras aussi mon adresse email et les liens vers mes comptes LinkedIn et Instagram pour me contacter. Si tu as des questions ou des commentaires, n'hésite pas à me contacter. J'aime bien recevoir les questions et les feedbacks de mes auditeurs et je réponds toujours. Si tu veux aller plus loin et entamer un travail personnel avec moi, je te donne rendez-vous sur mon site internet lerefletdescomptes.fr. Une séance de 30 minutes est offerte. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau conte et une nouvelle expérience sur le chemin de la connaissance de soi. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi. Ça aidera à faire connaître le podcast. N'oublie pas de t'abonner à ce podcast pour ne pas rater la sortie de nouveaux épisodes. Merci de m'avoir écouté. Je crois que les contes peuvent nous aider à devenir les créateurs de notre vie. Créer son conte, sa vision, c'est une étape essentielle pour prendre sa vie en main. Dans ce podcast, j'aimerais t'offrir des outils pour écrire ton conte à toi, celui qui te permettra de créer ton avenir. Car si tu ne le fais pas, qui le fera? À très vite pour un conte.